En 1974, Tobe Hooper, jeune cinéaste en grosse galère à l'époque après le flop monumental de son premier film, accouche de ce qui est largement considéré aujourd'hui comme un classique du cinéma, voire un chef-d'œuvre. De Texas Chainsaw Massacre ou Massacre à la tronçonneuse chez nous. Une anomalie, la somme de tout un tas d'ingrédients incontrôlables. Un tournage des plus difficiles, sous la chaleur caniculaire du Texas, des journées de travail interminables, des acteurs au bord de la crise de nerfs, l'énergie d'un réalisateur qui jouait en quelque sorte sa toute dernière carte, des bricolages ingénieux pour compenser un manque de budget qui finirent par participer à l'identité si particulière du film, etc. Mais se contenter de dire tout ça, c'est nier l'ingéniosité de la mise en scène de Hooper, extrêmement brutale sans pour autant tomber dans de l'effusion de sang gratuite, ponctuée de quelques idées géniales qui contribuent à cette atmosphère si spéciale qui règne sur le métrage, comme celle de la journée accélérée de la dernière scène, que le spectateur peut voir s'écouler en quelques minutes, ou bien sûr, la scène du repas de famille qui restera dans les annales comme l'une des plus glauques de l'histoire du cinéma. Que dire également sur les sous-textes du film, si ce n'est qu'ils sont bien plus profonds que ce que l'on peut imaginer lors d'un premier visionnage, avec ce discours sur une société américaine qui évolue en laissant certains de ses membres sur le côté, ce que l'on peut voir ici avec cette famille de Texans profonds, authentiques redneck, anciens employés des abattoirs désormais fermés du coin, qui se retrouvent confrontés à des représentants de la contre-culture de l'époque, qui vit d'ailleurs alors plus ou moins ces dernières années, avec ce groupe de jeunes hippies citadins insouciants. Le choc entre deux mondes complètement opposés, en quelque sorte rarement amenés à se rencontrer, qui nous donne ce massacre à la tronçonneuse qui marquera les esprits à tout jamais. Et si je vous raconte tout ça, vous vous en doutez, c'est parce qu'un nouvel opus de la saga que ce classique a initié, le 9e à ce jour, vient de débarquer sur Netflix et que vous avez été un certain nombre à me demander mon avis dessus. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Massacre à la tronçonneuse version 2022. Oui, vous avez bien entendu, le 9e film Massacre à la tronçonneuse est disponible sur Netflix, car c'est bien devenu une authentique saga à succès. Encore que, la plupart des épisodes ont tout de même essuyé des échecs critiques assez retentissants. Aucune des suites n'a vraiment été à la hauteur de ce magistral premier opus, même si certaines, pour différentes raisons, restent intéressantes, à l'image du Massacre à la tronçonneuse 2 que Hooper lui-même avait signé, ou du remake réalisé par Marcus Nispel et qui reste sans doute son meilleur film à ce jour. Le reste est très décevant à cause de problèmes de production extrêmement fréquents dans la franchise, qui gâchent de bons potentiels comme pour le Leatherface de Mori et Bustillo, ou parce que tout est juste complètement raté, voire incompréhensible, ce qui est le cas par exemple de Massacre à la tronçonneuse nouvelle génération, pourtant réalisé par Kim Henkel, co-scénariste des deux premiers films, ou l'infâme Texas Chainsaw 3D. Disons que si, à mon sens, certaines des suites sont effectivement un petit peu sous-estimées, et là je pense surtout au mal-aimé Massacre à la tronçonneuse 2, duquel il faudrait vraiment que je vous parle un jour, aucune d'entre elles n'est vraiment à la hauteur du premier film, qui a mis la barre très haut, et dont le résultat, combinaison de tout un tas d'éléments très particuliers, sera sans doute impossible à reproduire à l'avenir. Mais il y a bien un 9e opus qui vient tout juste de sortir, et qui, oh surprise pour un nouveau film de l'une de ces sagas extrêmement populaires, divise énormément à la fois le public et les critiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau Massacre à la tronçonneuse n'a pas été épargné par les problèmes de production qui hantent la majorité des films de la franchise. Tout commence en 2015, alors que Millennium Films possédait les droits de la licence, associée à Krista Campbell et sa boîte Campbell Grobman Films. Ils avaient en projet de faire, à la base, jusqu'à 6 films Massacre à la tronçonneuse. Mais malheureusement, ils purent en faire 2. C'est déjà ça. Texas Chainsaw 3D et Leatherface, qui mirent chacun énormément de temps à sortir, à tel point que quand Leatherface sortit, Millennium et Lionsgate, qui étaient distributeurs officiels de la saga, avaient déjà perdu les droits pour en faire d'autres. De plus, si Texas Chainsaw 3D eut un certain succès commercial à défaut d'être bon, Leatherface fut un authentique four. Et quand on sait que dès 2015, Krista Campbell disait déjà que pour que de potentielles suites voient le jour, il fallait que Leatherface fonctionne, ça fait grincer des dents, car ça n'a pas été le cas et c'est le moins que l'on puisse dire. Mais cela n'a pas empêché Legendary Pictures Productions de s'intéresser à la saga et d'en racheter les droits. Le début d'une nouvelle aventure. Sauf que dès le départ, il y avait de quoi nourrir quelques craintes. Déjà, Legendary souhaitait beaucoup s'inspirer du Halloween de David Gordon Green et de la formule que celui-ci appliquait. Et ça se ressent énormément en plus. Goodbye, Michael.
cette idée de ne pas proposer un remake, mais bien une suite du film original, pour surfer sur l'idée de respect du premier opus et la nostalgie qui anime les fans de ce genre de franchise. Et ce, bien que les deux sagas ont en commun d'avoir déjà appliqué ce principe dans le passé. Halloween avec Halloween 20 ans après et Massacre à la tronçonneuse avec Texas Chainsaw 3D. Qu'importe, on ignore toutes les autres suites et limite, si on peut taper sur ces films-là durant la promotion du nouvel opus, c'est encore mieux. Ensuite vient le choix du titre. Ok, ce n'est pas un remake, mais malgré tout, donnons le titre de l'opus originel à notre suite. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça permet de continuer à profiter de l'aura mythique de ces premiers épisodes de Légende. Quoiqu'à ce petit jeu, Legendary décide d'être un tout petit peu plus subtil. En effet, si en français, ce nouveau Massacre à la tronçonneuse s'appelle tout simplement Massacre à la tronçonneuse, un titre rigoureusement identique à celui du film original, donc vous l'aurez compris, en VO, il s'appelle Texas Chainsaw Massacre, avec Chainsaw en un seul mot, ce qui n'était pas le cas du film originel qui avait Chain et Saw séparés, mais aussi nous pouvons voir que le déterminant de a disparu. Et oui, le titre original c'était bien The Texas Chainsaw Massacre. Ça fait tout de même de sacrées différences avec le titre original. Ok, je troll un petit peu, mais ça vous fait quand même une petite anecdote à raconter lors de soirées mondaines. Et ça, eh ben c'est cool. Enfin bon, ces méthodes, nous commençons tout doucement à les connaître, ce sont un petit peu les mêmes que le dernier Scream a appliqué également. Bien sûr, nous retrouvons au moins un nom associé au premier opus en tant que executive producer. Pour Halloween, nous avions John Carpenter et Jamie Lee Curtis en personne, pour Scream c'était le scénariste Kevin Williamson, et pour ce Massacre à la tronçonneuse, c'est Kim Henkel qui s'y colle, scénariste des 2 premiers épisodes et réalisateur du génialissime New Generation, donc. Et oui, c'est du sarcasme. Avec un nom de ce genre au générique et lors de la promotion du film, on peut rassurer les fans de la franchise en remettant toujours continuellement le sacro-saint respect de l'opus originel au centre de la promotion. Et malheureusement, si Jamie Lee Curtis et Neve Campbell ont pu revenir dans leur rôle légendaire de Laurie Strode et de Sidney Prescott pour Halloween et Scream, pour Massacre à la tronçonneuse, bon nombre de noms iconiques nous ont malheureusement quittés. Toby Hooper notamment, le réalisateur, qui est décédé il y a quelques années, mais également Gunnar Hansen, le Leatherface original, même s'il a eu énormément de successeurs par la suite, et forcément également Marilyn Burns, qui jouait la Final Girl, qui jouait Sally dans le tout premier film. Mais nous reviendrons sur ce rôle un petit peu plus tard. Pour réaliser ce nouvel opus, Legendary, associé entre autres à Fede Alvarez, Monsieur Evil Dead 2013, souhaite laisser leur chance à de nouveaux réalisateurs. Cela va toujours dans cette logique d'un tournant dans la saga, d'un nouveau départ. Et ce sont les frères Tohill, Andy et Ryan, qui sont choisis, relativement novices puisqu'en tant que réalisateurs, ils n'auront produit que le sympathique The Dig. Les frères sont admiratifs du travail de Hooper et souhaitent lui rendre hommage tout en ajoutant leur propre patte à cet univers. Seulement voilà, comme vous le savez certainement, finalement, ce n'est pas eux qui l'ont réalisé, ce film. Une semaine après le lancement du tournage, après que les producteurs aient vu les premières images prises par le duo, celui-ci se fait purement et simplement éjecter du projet, officiellement pour divergence artistique. Et comment vous dire que quand les réalisateurs en charge du projet se font virer de la sorte comme des malpropres, ça sent en général pas très bon pour le film en question. Dans tous les cas, c'est un autre débutant, si j'ose dire, qui est choisi pour les remplacer. David Blue Garcia, réalisateur de l'acclamé Tejano, qui a également bossé comme directeur photo sur pas mal de productions, et surtout, un Texan dans l'âme, ravi de reprendre le flambeau de cette saga mythique. Hey, I'm David Blue Garcia. If you don't know who I am, I had the honor of directing the latest Texas Chainsaw Massacre movie for Legendary Pictures, and I'm happy to say that finally, after a long while, a Texan is back in the director's chair on the franchise. D'après Legendary et lui, les images prises par ses prédécesseurs furent complètement abandonnées et il put tout reprendre à zéro, ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné la situation. Même si le casting était déjà choisi, ce qui explique la présence de comédiens ayant déjà travaillé avec les frères Tohill, comme Mo Dunford par exemple. Sure, big gun makes you uncomfortable. I've seen bigger. La production suit donc son cours et comme pour Leatherface, le tournage se déroule en Bulgarie, car c'est moins cher de tourner là-bas. Nous avons grosso modo droit à un casting de jeunes comédiens relativement méconnus, vus surtout dans des séries télé, et les rôles iconiques de Leatherface et de Sally sont respectivement attribués à Mark Burnham et la badass Olwen Fouéré. Puis, j'ai quand même envie de noter la présence de John LaRoquette en tant que voix off, rôle qu'il avait déjà rempli pour le Massacre à la tronçonneuse originelle. Et ça, c'est cool.
Encore un clin d'œil au film original et bien sûr, ce sera loin d'être le seul. Bonjour le bruit grinçant iconique du premier film, ici réduit à un bruit sympa lorsqu'on ouvre un barbecue. Bonjour la population de la ville de Harlow, fixée à 1974, ce qui est l'année de sortie du premier film. Bref, des petites références sans grande importance sur lesquelles il serait un peu malvenu et malhonnête de taper, honnêtement. Par contre, initialement, une fois fini, le film était censé être distribué dans les salles de cinéma, ce qui fut annulé. Et une fois n'est pas coutume ces dernières années, cela n'a rien à voir avec une certaine épidémie. Non, ça a été annulé parce que les projections tests ont été purement catastrophiques. Du coup, pour sauver leur bille, ils ont décidé finalement de vendre le film à Netflix. Et c'est pour ça que Netflix peut nous le proposer depuis une semaine maintenant. On va dire que c'est pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Voilà, je vous laisse tirez votre propre conclusion de cette information. Donc ici, nous allons suivre 4 jeunes gens, dont 2 influenceurs, qui se rendent dans la ville de Harlow, qu'ils ont presque entièrement racheté, afin d'en faire la ville de leurs rêves, conforme à leurs valeurs de woke bobo gauchiste, SJW, ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler. We're idealistic individuals who want to build a better world. Yeah, that's a cult. Oui, à ce niveau-là, presque tous les personnages sont ultra caricaturaux et très clichés, et le film va, notamment via ses dialogues ou la construction de ses personnages, pas arrêter de se foutre de la gueule des woke. Harlow est plus ou moins une ville fantôme au fin fond du Texas, d'où vient le grand-père de 2 des membres de notre quatuor. Bref, là-bas, la propriétaire d'un vieil orphelinat n'a pas quitté les lieux et nos jeunes gens, en essayant de la faire partir, provoquent indirectement et accidentellement sa mort. Seulement voilà, gros problème, le dernier de ses enfants n'est autre que Leatherface, qu'elle gardait près d'elle, conscient du danger qu'il représentait pour le monde. Et même si il a une 50aine d'années de plus qu'à l'époque des événements du premier opus, il est toujours aussi fou, aussi brutal, aussi mortellement dangereux. Et il va donc se remettre en marche pour le plus grand malheur de nos protagonistes principaux, mais pour le bonheur de Sally, final girl du premier film qui est depuis devenue une ranger et qui traque Leatherface depuis un demi-siècle pour venger la mort de ses amis. Et oui, si vous trouvez que ce pitch ressemble pas mal à celui de Halloween version 2018, vous avez complètement raison. Et c'est fait exprès. L'idée est de nous présenter un boogeyman vieillissant, écarté de la société pendant près de 50 ans, qui se retrouve à nouveau en liberté, plus violent et brutal que jamais. Mais également, il est confronté à sa grande rivale. Laurie Strode revient affronter Michael Myers, après avoir passé plusieurs décennies à rêver du moment où elle pourrait l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et Massacre à la tronçonneuse a pas mal lorgné de ce côté-là, d'où le retour de Sally, en ranger énervée, qui a exactement la même démarche. Elle est armée et entraînée, prête à retrouver Leatherface pour le réduire en charpie. Ceci dit, le potentiel iconique n'est clairement pas le même. Laurie Strode est présente dans toutes les timelines de Halloween, a toujours été incarnée par Jamie Lee Curtis, sauf dans la version de Rob Zombie, et a toujours été étroitement liée à Michael Myers. Sally Hardesty, elle, n'apparaît vraiment que dans le tout premier épisode et n'est jamais revenue affronter Leatherface. Celui-ci, de même que sa famille, n'est lié à aucun rival en particulier, aucun adversaire, n'a jamais eu cette relation avec personne et surtout pas avec Sally. De plus, Marlene Burns étant malheureusement décédée, même ce lien-là extradiégétique n'existe pas. Ce qui peut nous faire remettre ce choix pour le moins discutable en question. Sauf que pour le coup, sur ce point-là, ils ont été un petit peu plus intelligents, un petit peu plus subtils que ça. En fait, on peut presque considérer ce parti pris de la part de Massacre à la tronçonneuse comme une espèce de parodie de celui de Halloween, un petit tacle, histoire de prendre le spectateur à contre-pied. L'affrontement entre les deux personnages est finalement une espèce de pétard mouillé, et pour être tout à fait honnête, Sally pourrait quasiment ne pas être dans l'histoire, que ça ne changerait honnêtement pas grand-chose. Pire encore, elle pourrait être un personnage complètement différent, sans aucun lien avec le premier épisode, que là, ça ne changerait absolument rien. Et que dire sur le fait que ce personnage sert un discours complètement opposé à celui de Laurie Strode dans les 2 Halloween de David Gordon Green? Tout cela permet de jouer avec les attentes du spectateur en utilisant ce que celui-ci connaît et a potentiellement apprécié en dehors du film et de sa diégèse, encore une fois. Est-ce que ça ajoute de la qualité au film? Non, absolument pas. Selon votre sensibilité à ce genre de détails, ça peut même être agaçant, parce que, très clairement, ça ressemble beaucoup à une décision de marketeur, à la base, à un cahier des charges qu'un réal et un scénariste ont tant bien que mal tenté de faire entrer dans leur film de façon cohérente. Parlons maintenant de nos personnages et de la façon dont ils sont traités. C'est devenu une thématique assez récurrente, mais nous allons bien suivre des influenceurs, et bien sûr, ce sont des véritables caricatures de gauchistes, moralisateurs, arrogants, pleins de fausses belles valeurs, mais qui sont en réalité très égoïstes. Du moins, c'est comme ça que le film nous les montre, pour la plupart d'entre eux. Look at this guy.
Who has such a small dick they need to walk around in public with a fucking gun? Nous avons la scène, visuellement assez cool et très fun, du bus dans lequel Leatherface va tronçonner des tas de gauchos. Mais en termes d'émotion, la scène est complètement désamorcée par le traitement des victimes. Entre le mec qui menace Leatherface de le cancel et tous les autres dont on ne sait absolument rien si ce n'est qu'ils vivent dans une espèce de réalité alternative, une sorte de bulle et qui viennent un peu profiter de la misère locale, on n'en a rien à foutre de leur sort. Try anything and you're canceled, bro. La scène n'est alors qu'une boucherie rigolote, avec quelques idées visuelles sympas, mais à la limite du comique, sans aucun autre impact que son fun et une vague folie esthétique. On est très loin du ton du film original. Nos personnages principaux suivent un petit peu la même logique et même vont complètement déséquilibrer les enjeux du film. En fait, en venant déloger la propriétaire de l'orphelinat où vivait Leatherface, ils ne sont pas dans leurs droits. Le film nous apprend qu'ils ne possédaient pas ce bâtiment et qu'ils ont donc forcé la femme à partir par erreur et donc provoqué indirectement son décès pour rien. Le film les place donc en coupables et responsables de la folie meurtrière de Leatherface. On ne ressent que très peu d'empathie à leur égard et il y a donc un côté très fun et jouissif à les voir se faire poursuivre et mettre en pièces par notre tueur à la tronçonneuse. C'est donc une ambiance très slasher qui est mise en place, alors que l'une des spécificités de la saga jusqu'ici était que le spectateur se plaçait toujours du côté des victimes. On ressentait moins cette envie irrépressible de voir nos protagonistes se faire dépecer, et si ça nous donne des scènes gore et plutôt cool, ça leur fait indubitablement perdre en intensité et en tension. Leatherface est donc plus que jamais très proche d'un Jason Voorhees dans son traitement. D'autant que sa brutalité n'est pas exactement la même que celle qu'on lui prête habituellement, et que même dans sa façon de tuer, si l'on accepte le fameux meurtre en masse à la tronçonneuse, bien sûr, il est assez impersonnel et ressemble pas mal aux Myers de ces dernières années ou, encore une fois, à Jason. Mais pire encore, rendre nos personnages coupables en quelque sorte du réveil de Leatherface fausse complètement le discours que Hooper avait posé lors de son film. À l'époque, il y avait une espèce de critique de la société américaine et de la façon dont elle évoluait en laissant certaines populations de côté. La contre-culture, les idéaux de jeunesse venaient se heurter à une Amérique vieillissante et laissée pour compte. Ici, cette contre-culture réapparaît sous une forme plus moderne via ses woke des réseaux sociaux et elle est moquée, caricaturée, désignée comme responsable de ce qui va lui arriver. Cela change complètement notre vision de nos personnages et la façon dont nous allons percevoir leurs affrontements. Il n'y a pas cette injustice cruelle qui vient amplifier l'horreur du spectacle auquel nous assistons, tout est plus léger, plus lisse, éteint de cette espèce de touche de moquerie et d'ironie qui nous fait dire « Bah tiens, c'est bien fait pour toi en fait ». En réalité, il y a une vraie volonté de la part du film de changer un petit peu les rôles et de redistribuer les cartes. David Blue Garcia est texan, et ça se ressent un petit peu dans le traitement de ses thématiques. Exit le redneck consanguin et crétin, ici, celui qui représente les locaux sort justement de cette caricature que la franchise a, il faut le dire, beaucoup utilisée. Notre redneck est d'abord moqué par nos protagonistes insupportables pour son attrait pour les armes à feu, sa bagnole bien polluante ou son aspect et comportement un petit peu rustre. Mais il est l'un des personnages les plus attachants et via ses dialogues convainc bien vite le spectateur qu'il n'est pas celui qu'on décrit, ce qui va en plus ajouter à notre propre mépris pour les protagonistes qui le jugent à la va-vite et le prennent de haut, et notamment Mélodie, ce qui est dommage car c'était l'une des rares à ressentir des remords, ce qui aurait pu la rendre attachante. Et pourquoi pas finalement ? Pour une fois, dans un massacre à la tronçonneuse, on ne va pas se moquer du redneck abruti, mais du citadin tout aussi abruti qui le prend de haut. C'est toujours aussi caricatural, mais j'ai pas vraiment de problème avec ça. Puis même, ça permet de prendre l'un des clichés de la saga à contre-pied, et puis ça, c'est intéressant. Sauf que là, c'est utilisé de façon un petit peu discutable. Parmi nos 4 personnages principaux, la plus intéressante est incontestablement Lila, qui a vécu une fusillade dans son lycée, un sujet bien entendu toujours très sensible aux États-Unis, qui est depuis devenue une sorte de militante anti-armes. Enfin, militante sur Instagram quoi, le film continue de critiquer cette nouvelle contre-culture et la façon qu'a cette partie de la jeunesse de s'exprimer. Vous aurez compris que c'est l'un des gros discours du film, qu'on y adhère ou non. Là où ça devient plus embêtant, c'est que dès que Lila voit l'une des armes de Richter, notre redneck rustre mais sympa, le film semble nous montrer la fascination qu'elle procure chez Lila. Et bien sûr, le petit twist de son personnage, c'est que dès qu'elle en aura l'occasion, elle utilisera des armes à feu pour s'en sortir face à Leatherface et cela la sauvera. Elle pourra alors constater le bien que peuvent faire les armes à feu quand elles sont utilisées pour se défendre, elle qui les diabolisait après une mauvaise expérience. Le discours peut évidemment sembler problématique à quiconque ne partage pas ses idées, et c'est mon cas. Mais que le discours d'un film soit un petit peu naze ou non conforme à mes valeurs, c'est une chose. Qu'il soit source d'un développement de personnages faiblards ou d'incohérence narrative, c'en est une autre.
Tout arrive beaucoup trop vite, et comme je le dis, la fascination qu'exercent les armes sur Lila commence dès que celle-ci en voit une, aussi simple que ça. Son trauma est assez mal développé alors que c'était pour ainsi dire sa seule caractéristique marquante, et le gérer de cette façon en fait donc un personnage aussi superficiel que les autres, là où elle avait un véritable potentiel. Puis même, le traitement de ce trait de caractère est des plus basiques et assez critiquables. Prenons par exemple le remake de La Colline à des yeux d'Alexandre Aja. L'un de ses personnages principaux, Doug, subit une évolution un petit peu similaire. De base, il est opposé à son beau-père, un flic qui caricature les lecteurs républicains et conservateurs sur la question des armes. Lui est un pacifiste, et son beau-père le traite un petit peu comme une mauviette. Bobby? Yeah. Leave Doug alone. He's a Democrat. He doesn't believe in guns. Lorsqu'il sera confronté aux mutants qui enlèveront son bébé, il finira par faire preuve de violence, puis d'utiliser des armes pour sauver son enfant et se sortir de cette galère. Le traitement de cette évolution prend tout le film, et de base, le personnage est montré comme assez superficiel même dans son idée de la non-violence, là où Lila, dans Massacre à la tronçonneuse, a vraiment subi un traumatisme conséquent, qui rendait donc cette idéologie crédible. Les mésaventures que subit Doug sont effroyables, et sa propre violence monte graduellement, mais passe par plusieurs étapes claires. Elle répond à la violence qu'il subit. Le discours sur les armes, la liberté de pouvoir se protéger est à peu près la même si chez Doug il s'étend à la violence de façon plus globale, mais il est mieux construit, ce qui nous donne un personnage plus profond et mieux écrit, mais également plus attachant. De plus, dans La Colline à des yeux, et cela répond également au premier Massacre à la tronçonneuse, les mutants, les antagonistes, sont en quelque sorte une conséquence de l'évolution de la société américaine, puisque leur existence dépend directement des agissements de l'État américain, et notamment ici de leurs tests nucléaires. Du coup, les événements que Doug doit affronter dépendent finalement indirectement de tout ce que lui déteste, de toute l'idéologie, de toute la politique à laquelle il s'est opposé toute sa vie. Le fait qu'il finisse par se battre au sens premier du terme contre elle est un juste prolongement de son idéologie et donc de sa personnalité. Son évolution est donc cohérente et compréhensible pour le spectateur, et il ne se trahit pas lui-même, même en faisant usage de la violence. Bon, il n'y a pas que ça évidemment. Dans La Colline à des yeux, les liens entre les différents personnages sont mieux écrits, sont plus forts, plus évidents. On y croit plus que dans ce Massacre à la tronçonneuse, dans lequel les amitiés ont l'air quand même assez fragiles, je dirais. Et quant aux liens familiaux, ils sont là, on nous les explique. Et puis bon, c'est à peu près tout. En voulant prendre à contre-pied tous les partis pris à la fois du premier Massacre à la tronçonneuse et de la façon qu'ont été exploitées les franchises américaines iconiques de ces dernières années, avec souvent un prisme de gauche assez évident, ce nouveau Massacre à la tronçonneuse perd énormément en efficacité. Le discours qu'il cherche à mettre en place paraît très artificiel et contredit même celui de la franchise jusqu'à aujourd'hui, grosso modo. Là où on avait un regard sur l'Amérique profonde et la façon dont elle est un petit peu oubliée, loin de sa période de gloire, qu'elle a du mal à suivre l'évolution de la société, et le Texas s'y prête d'ailleurs particulièrement bien, comme même d'autres films ont pu le prouver depuis, ici, nous avons une énième critique facile, puisqu'elle utilise principalement la moquerie, la caricature et le mépris des influenceurs bobo-gauchistes creux. Le vrai problème avec ça, c'est que, comme je l'ai dit, les enjeux narratifs et émotionnels en ressortent tous très amoindris. Au-delà de la survie des personnages qui ne nous intéressent plus vraiment, puisqu'on a surtout envie de voir comment ils vont se faire découper en espérant que ça sera de la façon la plus gore possible, l'atmosphère bien cradingue qui régnait sur le premier film et faisait en partie sa force est complètement absente ici. Aucune tension, aucune cruauté, aucun malaise ne ressort du film qui ressemble à n'importe quel survival ou slasher américain sorti ces dernières années. Et vas-y que je te place des néons un petit peu partout, des blagues qui vont dans le sens de mon discours et qui viennent dédramatiser n'importe quelle scène, vas-y que je t'assène mon discours de façon non subtile et sans passer par ma mise en scène mais quasi uniquement par mes dialogues ou ma construction de personnages, vas-y que je te place quelques petits clins d'œil et un petit peu de fanservice, etc. Et surtout, vas-y que j'essaie de t'en mettre plein la vue avec du gore stérile. Oui, il est temps de parler des scènes gore du film qui en contient pas mal, pour être honnête. Et vous le savez, moi, j'aime beaucoup le gore. Gratuit ou pas, rien à foutre, moi j'aime quand ça tâche. Mais là, j'ai 2-3 petits problèmes. Outre le fait que lors de nombreuses scènes, notre Leatherface ressemble plus à un ersatz de Jason, heureusement d'ailleurs qu'il a sa tronçonneuse et qu'il se fait un masque en chair humaine, sinon on ne le reconnaîtrait quasiment pas, ce gore façon Netflix ne provoque pas grand chose en moi, surtout dans un Massacre à la tronçonneuse. Oui, nous avons droit à plusieurs scènes fun, parfois même cartoonesques dans leur traitement de la violence, et j'aime plutôt ça. Mais quand on voit le contraste avec le premier Massacre à la tronçonneuse, on ne peut qu'être attristé par ce parti pris. On vient quand même d'un film avec très peu de gore, mais dont la violence était réellement impactante, voire terrifiante. Ici, et c'est contradictoire, on a beau avoir plein de boyaux, et le premier véritable Massacre à la tronçonneuse de toute la saga, c'est beaucoup trop lisse. Trop de jolies couleurs qui viennent en plus amoindrir la teinte du sang, de beaux cadres, des meurtres un petit peu rigolos, un gore qui manque d'émotion et de crasse, une fausse brutalité pas assez bien traitée pour devenir choquante, et c'est tout ce que j'entends par cartoonesque, et c'est juste, encore une fois, trop lisse, trop joli.
Et ce n'est pas, à titre personnel, ce que j'attends d'un massacre à la tronçonneuse. Alors oui, cela fait longtemps que la saga s'est un petit peu perdue, et la plupart des épisodes sont très loin de l'atmosphère de départ du premier film. Néanmoins, mon vrai problème est que cette énième suite n'est finalement qu'un requel de bas étage, comme on nous en abreuve énormément ces dernières années. Un cahier des charges qui n'arrête pas de nous rappeler qu'il respecte à mort le premier film, ce qui est avant tout un argument commercial, mais là, en l'occurrence, ça se retourne complètement contre lui, puisqu'il n'arrive pas à la cheville de ce premier opus, et décide même d'aller complètement à contre-courant de son esprit et de ses discours. Cette suite est donc tout l'inverse de son illustre prédécesseur. Celui-ci arrivait à être extrêmement violent sans être gore, tandis que le nouveau est extrêmement gore sans parvenir à être réellement violent. Enfin bon, il est violent bien sûr, mais on se comprend. Comme quoi, il ne suffit pas de jeter des litres de sang et des boyaux un petit peu partout pour être choquant. Et quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il y a quelques plans sympas et quelques scènes un petit peu mémorables dans le film malgré tout. Tout le monde l'a dit et je n'ai pas grand chose à y ajouter, mais oui, la scène du bus est bien filmée, c'est plutôt joli, il nous abreuve de plans qui ont un potentiel iconique évident, mais pour moi, tout ça participe justement à rendre cette scène trop gentillette. Le plan où Leatherface tend son masque de chair humaine au-dessus de sa tête est très sympa et est un drôle d'écho au film de super-héros dont nous sommes envahis depuis quelques années. La scène finale est comme un écho à celle du premier film, sauf qu'elle est encore une fois ternie par un énième tacle au bobo gauchiste que le film déteste tant, avec cette Tesla à la con. Puis la danse de Leatherface, beaucoup trop courte pour être autre chose qu'un vague clin d'œil à celle légendaire qu'il exerçait dans le premier opus, semble une fois de plus n'être qu'une ligne sur un cahier des charges. Donc oui, honnêtement, le film est fun, rigolo sur plein de points, et c'est un petit peu le haut du panier en ce qui concerne ces slashers régressifs et brutaux comme ils étaient légion dans les années 80. C'est bien filmé, c'est vrai. C'est divertissant. Mais doit-on vraiment se contenter de ça? Vu à quel point les studios ont fait de la nostalgie et du sacro-saint respect du premier opus de ce genre de saga un véritable argument commercial, j'estime que la moindre des choses, c'est que le contrat soit rempli. Et en l'occurrence, faire de Leatherface qui dispose de tout un tas de qualités qui lui sont propres un sous-Jason de plus, en attendant que celui-ci sorte de l'enfer des droits dans lequel il est enfermé, c'est juste insultant. Et cela nous donne donc un film moyen, voire médiocre, heureusement au-dessus des pires purges que la franchise nous a données précédemment, mais là encore, cela ne me paraît pas être un motif de réjouissance. Donc bon, vous pardonnerez mon manque d'enthousiasme, mais Massacre à la tronçonneuse façon 2022, ça m'en touche une sans bouger l'autre, et l'encéphalogramme reste désespérément plat. Restons exigeants, mes amis, au moins un minimum. Et bref, c'est désormais la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.